propose d'enchaîner avec un second podcast consacré au gaming et plus précisément à l'advergaming intitulé « Pourquoi les marques doivent intégrer le gaming à leur stratégie publicitaire ». Et on invite James Rebourg du Sel et Guillaume Monteux à nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous les deux. Guillaume Monteux de Gatsby. Bonjour James. Bonjour Jérôme. Guillaume qui arrive. Bienvenue à ce podcast live. Alors installez-vous sur ces chaises. On installe le casque avec un retour audio. Ouais. Bonjour, alors on va faire la même chose que dans le précédent podcast. On va faire un premier tour de présentation, puisque tous les deux, vous avez deux casquettes, hein, une casquette plus associative et une casquette évidemment aussi de businessman et d'entrepreneur. James Rebourg, vous êtes président du CEL. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots en quoi consiste l'activité de ce syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs ? Alors, le syndicat a vocation effectivement à la fois à promouvoir et défendre l'industrie du jeu vidéo, donc auprès des médias, auprès des institutions publiques, et bien évidemment avoir une capacité à pouvoir le promouvoir donc, au niveau de la France. Point intéressant, donc, au niveau du syndicat, donc, on regroupe l'ensemble des acteurs que sont à la fois les consoliers, donc Sony PlayStation, Nintendo, également Microsoft Xbox, mais également les éditeurs aussi bien français qu'internationaux. Un des points importants par rapport à nous, c'est qu'on a vocation à structurer l'ensemble de l'information par rapport à ce marché, à la faire partager donc, auprès des différents types d'instances. Et à travers ce cadre-là, on souhaite également aussi développer une pratique responsable du jeu vidéo. On a été souvent un média qui a pu être dans le passé, alors plus ou moins lointain, attaqué sur différents types de cas de figure. Et aujourd'hui, en fait, on promeut cette activité. Et point important aussi, c'est que le CEL est l'organisateur de la Paris Games Week. Donc c'est cette fameuse grande messe qui a lieu une fois par an, au moment des vacances de Toussaint, qui réunit en fait tout l'écosystème du jeu vidéo. Oui, à Paris, porte de Versailles. Alors vous avez une deuxième casquette, vous êtes aussi le directeur général de PlayOn. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots aussi sur cet éditeur ? Alors PlayOn, c'est un éditeur de jeux vidéo avec l'ensemble de la chaîne de valeur, donc la partie production, création de jeux, tout comme la partie édition, marketing et distribution. Et on a aussi une particularité au niveau européen, c'est qu'on est souvent le bras armé territorial pour accompagner les éditeurs comme le sont à la fois Activision Blizzard, enfin maintenant racheté par Microsoft, mais également Capcom, Sega. Et l'idée, c'est qu'on puisse être, par rapport à eux, l'opérateur qui va faire au mieux pour pouvoir adresser le marché aussi bien localiser sur la partie marketing comme sur la partie distribution. Très bien, en tout cas on le comprend, vous êtes un expert du sujet des jeux vidéo. Et avec nous également Guillaume Monteux, donc bonjour, co-lead du groupe de travail Gaming et Advertising d'Alliance Digitale. On peut dire quelques mots sur ce groupe de travail ? Alors oui, c'est un groupe de travail que j'ai le plaisir d'animer avec Adrien Lepage, qui est le responsable de l'innovation chez Groupe M. Et la question centrale qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut aider les marques à accéder aux jeux vidéo. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait deux problèmes pour les marques. La première, c'est que les marques connaissent mal les jeux vidéo. Donc, elles savent très bien qu'il y a une audience, une grande audience, leur audience. On va y revenir. Mais c'est vrai qu'elles connaissent mal le jeu vidéo. Elles connaissent Fortnite, elles connaissent Roblox, elles connaissent FIFA. Mais des jeux vidéo, il y en a 700 tous les jours nouveaux qui sont disponibles sur des distributeurs aussi bien console que mobile, 200 000 téléchargements par seconde de jeux vidéo, donc c'est massif. Et donc la société que j'ai fondée, Gatsby, qui est littéralement Ads dans Game, va aider ces marques effectivement à y voir plus clair. Bon, ça c'est le premier point. Et le deuxième point qu'on se pose au sein de ce groupe de travail, c'est comment, une fois qu'on a identifié les jeux qui sont brand safe pour chacune des marques, comment est-ce qu'on fait pratiquement pour diffuser ces campagnes. Et donc voilà, on a fait un certain nombre de réunions, on se réunit une fois tous les mois au moins, et un certain nombre de livrables. Un événement également en début d'année. Un événement auquel d'ailleurs que vous aviez modéré aussi, Jérôme, en son temps. Et donc les livrables en fait qu'on a produits, qui sont à la disposition de l'ensemble des marques et des agences, sont un glossaire déjà pour s'accaparer, pour parler. Ce vocabulaire un peu spécifique. Exactement, et que quand on parle d'une impression, quand on parle de KPI, quand on parle de loot, voilà, on a tous la même compréhension effectivement de ces termes. Donc c'est un glossaire. On a fait un panorama des acteurs. Donc sur la chaîne
de valeur de bout en bout. Et on a fait aussi un livre blanc qui détaille, j'ai envie de dire, l'ensemble des sujets qu'on a abordés dans le groupe de travail et qui aussi donne un certain nombre de bonnes pratiques pour mesurer notamment le contrôle des performances dans le cadre de diffusion des campagnes dans les jeux vidéo. Très bien, alors on va aborder dans quelques minutes la dimension média du gaming. Avant ça, je voudrais juste qu'on ait en tête, avec quelques chiffres peut-être, ce que pèse cette industrie. James, on peut quantifier le poids du secteur du jeu vidéo en France ? Alors clairement, dans la fonction et la mission du CEL, donc on établit 2 fois par an ce qu'on appelle un certain nombre d'études. La première, donc, c'est la capacité à pouvoir quantifier le marché du jeu vidéo. Et si vous prenez le cas de l'année 23, le marché donc, a atteint 6,1 milliards en France. Donc c'est effectivement exceptionnel, c'est une croissance de plus de 10%, qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Et quand vous ramenez ça au niveau mondial, on est à peu près sur un marché qui est aux alentours de 185 milliards. Donc c'est aujourd'hui un secteur qui est toujours en croissance, avec une capacité aussi à pouvoir se déployer sur l'ensemble des continents. Parce qu'on est souvent tenté de croire que le jeu vidéo, finalement, ça reste un univers très pays développé, pas du tout. Il y a des très fortes croissances sur des marchés comme sont à la fois l'Asie, également l'Afrique, également l'Amérique du Sud, avec bien évidemment des disparités, puisque le marché est structuré entre à la fois le marché console, PC et le marché mobile. Chacun répondant à des logiques économiques et financières totalement différentes. Alors, et si on met ça en perspective avec d'autres industries, peut-être la musique ou le cinéma, je crois que c'est supérieur. Hein. Aujourd'hui, effectivement, le marché du jeu vidéo est supérieur en prenant à la fois le marché du cinéma et de la musique. Donc ça reste véritablement donc, un marché qui s'inscrit dans la croissance de manière assez pérenne. C'est aujourd'hui la première pratique culturelle en termes de valeur par rapport aux Français, mais également sur l'ensemble des territoires, sur les US, l'Europe du Nord et même la partie asiatique. Et point qui est à prendre en compte, c'est qu'en fait, c'est un marché qui est marqué en termes d'usage par 3 caractéristiques. La première, c'est bien évidemment une forte interactivité, ce qui fait qu'on a besoin d'être dans une capacité à être en relation entre le joueur et également le média. L'autre élément, c'est la partie immersive, qui a un impact, effectivement, après on en parlera, sur tout ce que ça peut générer dans l'application et la diffusion publicitaire. Et le troisième, qui est effectivement aujourd'hui très impressionnant, c'est cette notion en fait, de temps dédié. C'est-à-dire que si on compare avec d'autres pratiques culturelles, quand vous jouez à un jeu vidéo, vous êtes résolument actif. On va y revenir. Guillaume, on peut redonner peut-être les chiffres complémentaires pour vraiment prendre la mesure de ce phénomène gaming ? Le gaming, oui, dans le monde, c'est un marché qui fait grosso modo 200 milliards de dollars. C'est la première industrie culturelle du monde, comme le disait James. Mais il y a un décalage dans la perception. On parle beaucoup de cinéma dans les pouvoirs publics en France. On ne donne peut-être pas assez d'attention au gaming qui est pourtant supérieur. Si je peux me permettre, c'est parce que quand vous prenez la partie cinéma, c'est quand vous faites une production cinématographique, vous avez à la fois un réalisateur qui est très connu, des acteurs très connus. Donc, il y a une capacité à incarner véritablement l'œuvre créative. Le principe du jeu vidéo, c'est que c'est une œuvre essentiellement collective avec beaucoup de métiers. Il y a aujourd'hui plus de 130 métiers pour développer un jeu de vidéo de très bonne facture. Et à travers ça, il n'y a pas d'incarnation humaine ou de personne qui peut le représenter. Et c'est en cela où on est certainement moins visible par rapport à d'autres types de médias. Ça, c'est l'explication. Et c'est une anomalie, vous avez raison, Jérôme, de le souligner, parce que si je prends les blockbusters dans le cinéma, typiquement Avatar, je crois que ça fait 2,9 milliards de revenus. Un jeu, j'ai envie de dire classique, peut-être auquel vous avez vous-même joué, qui s'appelle Monopoly, de l'éditeur Scopely, ça fait 3 milliards par an de revenus. Donc c'est vrai, vous avez raison, il y a un décalage dans la perception un peu générale entre les différentes industries. Et on sait que l'industrie du jeu vidéo, c'est une grosse industrie, mais on n'a pas mesure effectivement de cet écart qui existe avec les autres industries culturelles. Très bien, en tout cas une grosse industrie, beaucoup de chiffres d'affaires. Mais est-ce que le gaming, c'est un média, James, vous avez commencé à parler de l'audience, de l'attention des gens. Est-ce qu'on commence à basculer dans autre chose ? Alors c'est un média dans le sens où si vous prenez les statistiques françaises, on a aujourd'hui 39 millions de personnes qui jouent aux jeux vidéo. Donc c'est l'ensemble de la population française. Quand vous prenez la segmentation entre les personnes adultes et celles qui ont entre 10 et 18 ans, la population des gens qui sont mineurs est aujourd'hui que de 16%. Donc c'est devenu vraiment un média maintenant transgénérationnel. C'est ça, on pourrait avoir ce cliché en tête que c'est juste pour les ados. Pas du tout. Pas du tout.
Alors, effectivement, on a l'impression que c'est souvent une industrie qui est relativement jeune. Elle a quand même 50 ans. Alors, on est encore jeune à 50 ans, enfin, j'ose le croire en me regardant. Mais à travers ça, savoir que les joueurs qui... C'est né au début des années 70, des marques comme Atari qui ont... Et donc, tous ces jeunes joueurs des années effectivement 90 sont un peu mûris. On continue à jouer. On fait en sorte que leurs enfants puissent jouer. Et aujourd'hui, on est sur un âge moyen à 39 ans. Donc, on est sur un média qui couvre effectivement toute la population française. Et à tel point que les populations de plus de 65 ans, aujourd'hui, c'est pas loin de 25% qui jouent aux jeux vidéo. Donc on a une couverture aujourd'hui qui est vraiment totale par rapport à ce type de médias. Et puis évidemment avec de plus en plus de publicités qui apparaissent aussi pour financer ce secteur. Alors, si je dois faire une forme d'analogie, c'est que finalement le jeu à la fois, ce qu'on appelle PC-console, est un peu au cinéma ce que le jeu mobile est à la télévision. C'est-à-dire que ce média-là, on arrivait à pouvoir se financer uniquement sur le fait de vendre des jeux vidéo ou des contenus additionnels. Alors c'est le cas essentiellement sur les univers, on a console et PC, où le système peut s'auto-financer en tant que tel et avoir une boucle vertueuse. Sur la partie mobile, où la grosse majorité, à peu près à plus de 99% des ventes sont opérées avec ce qu'on appelle du free-to-play, il y a deux modèles. Il y a un modèle effectivement de vente de contenu additionnel et également une forte vente sur la partie publicitaire. Le mobile, ça a accéléré, Guillaume, cette bascule du gaming en médias? Ah oui, définitivement. Aujourd'hui, on compte plus de 3,6 milliards de joueurs dans le monde, principalement parce que la première console ever, c'est le téléphone qu'on a dans chacun de nos poches, et donc les jeux mobiles auxquels chacun d'entre nous jouons. Mais pour revenir à votre question, la publicité dans les jeux vidéo, en fait, ça existe depuis très longtemps. Depuis 1978, pour être très précis, il y a des marques qui ont fait des jeux à leur image. Il y a des marques qui ont investi les FIFA depuis 10, 20, 30 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, j'ai envie de dire. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la capacité à faire de la publicité dynamique dans les jeux vidéo, c'est-à-dire à apparaître pour un temps limité, là où avant, effectivement, la publicité dans les jeux vidéo était codée en dur. Donc, quand vous achetiez le jeu ou quand vous téléchargiez le jeu, pour mettre à jour la publicité, il fallait mettre à jour le jeu ou racheter, j'ai envie de dire, une extension du jeu. Donc c'était beaucoup plus compliqué à la fois pour les éditeurs de jeux que pour les annonceurs. Là maintenant, on a la capacité, les annonceurs ont la capacité d'adresser tous les types de jeux, PC, console, mobile, surtout mobile, j'ai envie de dire, de manière presque instantanée et temps réel. Et ça, c'est... Dans le domaine de la publicité dans les jeux vidéo, c'est révolutionnaire en fait. Alors on va laisser la parole à Guillaume, parce que c'est la question de ce podcast. Pourquoi les marques doivent investir ce média? C'est aujourd'hui le meilleur des deux mondes, à la fois la souplesse de la publicité digitale et puis la puissance de ce média gaming. Absolument. Déjà, en termes de médias, c'est un média qui est interactif. Donc, contrairement à la télévision, on peut, quand on est une marque, quand on est une agence, créer une véritable expérience publicitaire. Et on sait que ce sont les expériences publicitaires qui créent le plus j'ai envie de dire, d'engagement et d'adoption et de la publicité et de la marque. Alors, pourquoi est-ce que les marques vont dans les jeux vidéo? En fait, c'est très simple. D'abord parce que le jeu vidéo, c'est un moment qui est sympathique. On y va volontairement, donc c'est un moment qui est positif. C'est un moment de la journée où on a envie soit d'être seul, soit avec des gens qu'on connaît ou qu'on a envie de connaître. Donc j'ai envie de dire, l'environnement est ultra favorable à ce que les marques, sous réserve effectivement d'être pertinentes, j'ai envie de dire, dans le jeu vidéo, soient extrêmement bien accueillies. Alors ensuite, on y a fait déjà un peu référence. Il y a une audience absolument phénoménale et, comme l'a dit James, de tout type, parce qu'il y a tous les types de jeux. Vous avez aussi bien des jeux de cartes auxquels vont jouer des populations seniors, vous avez des jeux ASMR pour peut-être les filles qui c'est un point important, parce qu'on sait qu'en télé, par exemple, c'était souvent une population plutôt féminine qui était recherchée, et aujourd'hui, les femmes sont très présentes dans l'univers du gaming. Très présentes. Et d'ailleurs, nous, on a fait une étude chez Gatsby, on s'est rendu compte que les femmes jouaient plutôt aux jeux où il fallait réfléchir. Les jeux de lettres, les jeux où il fallait combiner des éléments pour trouver des solutions. Donc, il y a des types de jeux pour chacune des populations. Donc, c'est ce que sont en train de comprendre les marques pour effectivement aller chercher une audience qui peuvent aller difficilement les chercher sur le reste des médias, parce que
typiquement sur Internet, maintenant, le taux d'adblocking, il est juste énorme, notamment sur la population 18-34, qui est une population qui est très recherchée par les annonceurs. Et puis, l'engagement, on parle beaucoup d'attention, pour qualifier ou pas d'ailleurs une campagne publicitaire. L'attention dans le jeu vidéo, elle est naturelle. Vous n'allez jamais lâcher votre écran des yeux, parce que si vous lâchez votre écran des yeux, soit vous perdez du temps, soit vous perdez éventuellement un avantage que vous pourriez gagner. Donc il y a énormément, si vous voulez, de propriétés, j'ai envie de dire, intrinsèques aux médias, qui sont extrêmement positives pour les marques, et les marques sont en train de s'en rendre compte et d'activer, j'ai envie de dire, massivement dans le monde entier sur le jeu vidéo. James, le gaming, c'est un média qui aurait gagné cette bataille de l'attention ? Ça a été le cas parce qu'effectivement, le concept premier, c'est cette notion d'interactivité, de capacité à se donner, comme l'a très bien dit en fait Guillaume, c'est quand vous jouez, vous êtes vraiment dans une forme, alors souvent assez compétitive. Il y a un besoin d'être véritablement impliqué, donc c'est une attention qui est excessivement très forte. C'est un média actif et à travers ça, la communication, quand elle est bien adressée, est vraiment avec d'excellents résultats. Après, la seule équation qui est à prendre en compte, c'est cette notion de curseur très sensible. Alors, je vais peut-être faire une caricature qui peut paraître un peu virulente, mais en télévision, vous pouvez mettre des produits qui parfois sont un peu en décalage, parce que finalement, ça ne trouble pas, c'est un écran publicitaire, on l'accepte. À l'inverse, dans la communication qui doit être faite dans un jeu vidéo, alors je ne parle pas du pré-roll, je parle vraiment quand vous êtes en mode jeu absolu, vous avez besoin de le faire avec vraiment la bonne minutie, la capacité à être certain qu'il n'y aura pas d'intrusion malfaisante, les gens diraient malaisante. Et ça, c'est vraiment un vrai travail qui doit se faire entre la marque et véritablement donc l'éditeur. Et à tel point qu'aujourd'hui, quand vous prenez, ce qu'il faut appréhender quand vous êtes éditeur de jeux vidéo, vous avez deux actifs. Le premier, c'est votre capacité à avoir donc, un jeu que vous allez faire évoluer, et les jeux évoluent sans cesse maintenant avec toute la dimension de connexion. Et le deuxième élément, c'est vraiment la communauté. Et la communauté, c'est un actif qui est imparable. Et si on prend l'exemple en fait, des trois principales plateformes de jeux, je parle bien de plateformes de jeux qui sont respectivement Fortnite, Minecraft, également Roblox, même si Roblox est également un peu plus communautaire. Cette valeur d'actif fait qu'ils font tout pour ne pas casser cette relation qu'ils ont avec leur communauté. Et donc c'est là où il y a tout un travail vraiment d'orfèvrerie qui est opéré par des acteurs comme Gatsby pour être certain que l'expérience va être vraiment exceptionnelle, quoi. À l'inverse, dès que ça marche, c'est un effet mais qui est vraiment là-dessus le plus héroïste qui soit. Et au sein du CEL, vous voyez arriver cette nouvelle génération d'éditeurs avec ce genre de modèle ? Non, enfin, chaque éditeur, en fait, selon un peu les types de jeux, va être amené à pouvoir l'incrémenter ou non. Je vais prendre un exemple pour rebondir sur l'exemple de FIFA. Donc maintenant, EA Football Club, quand vous jouez à un jeu de football, il est assez facile de mettre autour du terrain, qui est une réalité, des panneaux publicitaires qui sont en dynamique. Comme à la télé, quoi. Comme à la télé, il n'y a pas de changement. Par contre, si vous incarnez, enfin, je vais prendre le cas, on sort prochainement un jeu qui s'appelle Kingdom Come Deliverance 2, qui se passe dans la Bohème du XVIe siècle. Oui, là, on ne va pas mettre un écran pub. Vous ne pouvez pas mettre un écran pub. De soda, oui. Donc, véritablement, c'est vraiment cette notion d'orfèvrerie au niveau de la partie qu'est-ce qu'on peut faire en média pour que ça puisse vraiment s'insérer sans être intrusif, mais au contraire, vraiment être approprié par le joueur. Alors, il y a une question évidemment qu'on peut se poser, c'est celle du ROI, des KPI à suivre dans cet univers du gaming. Guillaume, est-ce que c'est sensiblement les mêmes que dans le reste de la publicité digitale ou il faut peut-être en introduire de nouveaux ? Alors, c'est un point qui est très important effectivement pour les annonceurs. Comment est-ce qu'on mesure le ROI et quels sont les KPI du jeu vidéo ? Et en fait, une des prouesses que nous apportons aux annonceurs, c'est d'avoir exactement la même définition des KPI qu'ils peuvent avoir pour des médias comparables comme la télévision, la presse, le social media. Et donc, en fait, on va parler de quoi ? On va parler d'impression, on va parler de taux de complétion des vidéos, on va parler de click-through rate, de taux de clic. Et en fait, ces éléments de KPI qui sont fondamentaux pour les marques, en fait, elles sont back-upées dorénavant par des grosses sociétés de mesurement que sont IAS typiquement ou Double Verify, qui donnent, j'ai envie de dire, au poids KPI dans le gaming une force rigoureusement équivalente à celle que les marques peuvent trouver sur les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant... Donc elles ont leur tiers de confiance habituel. Elles ont leur tiers de confiance et IAS et DV donnent des rapports, si vous voulez, aux marques en comparaison rigoureuse. Enfin, la définition de l'impression pour IAS dans le jeu vidéo est rigoureusement identique à celle d'un réseau social ou du web ou d'une connected TV. Voilà. Et ce qu'on voit dans le jeu vidéo,
c'est que les KPI des campagnes sont très supérieures à celles que les marques peuvent observer sur les réseaux sociaux et sur le web. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc ça, c'est les KPI, j'ai envie de dire, un peu durs de toutes les campagnes, mais il y a aussi les KPI un peu soft qu'on peut mesurer au travers des sociétés comme Nielsen, comme Score ou Apidemix, sur le souvenir publicitaire, sur l'attribution de la marque, sur l'amélioration de l'image de marque, sur l'intention à acheter. Donc ça, et donc c'est ces éléments-là qui sont aussi des KPI qui sont importantes et des KPI de métier, hein, puisque encore une fois, les du branding, de la préférence de marque, la notoriété. Exactement, qui sont des KPI déjà manipulés par les marques, et bien en fait sont transposés dans le domaine du jeu vidéo. Et là aussi, c'est des choses qu'on observe. Nous, on vend en direct, si vous voulez, à des marques depuis, on va dire, les 9-10 mois. Donc on a fait une dizaine d'études Brandlift, ce qu'on appelle des études Brandlift. Et il n'y a pas une seule de ces études qui est revenue ne serait-ce que sensiblement égale aux moyennes observées par le marché. Donc on a là aussi un terreau de performance quand on fait des campagnes dans le jeu vidéo. Je ne vais pas dire qu'il est surprenant, parce que moi, il ne me surprend pas. J'ai construit et fondé Gatsby sur cette croyance-là, mais qui commence à être démontrée par IAS, par DV, par Comscore, par Apidemix et par l'ensemble des acteurs déjà de confiance des marques. James, le gaming, c'est un média pour le haut de funnel, mais on peut aussi faire un peu de performance? Essentiellement, c'est sur la partie branding, parce qu'on a une capacité à pouvoir le traiter en fait, sur toute une relation en fait, qui va être assez longue. On peut le faire également sur une notion en fait, de performance. À partir du moment où il y a une adéquation entre le jeu et quel va être l'annonceur, on peut effectivement convertir. En tout cas, il y a une belle dynamique et de plus en plus, j'imagine, d'annonceurs qui s'intéressent à ce secteur. Alors, on le sent, un gros potentiel dans le gaming un peu traditionnel. Il y a aussi une dynamique, évidemment, formidable dans cet univers qui s'ouvre depuis quelques années. C'est ce qu'on appelle le e-sport. Je crois même qu'il y aura des Jeux olympiques du e-sport l'année prochaine en Arabie Saoudite. Est-ce que, Guillaume, ça va marquer l'entrée peut-être du gaming et de cet univers-là dans la cour des grands? Et est-ce qu'on va le comparer demain au football ou à d'autres grands sports? Alors l'e-sport, comparé au football, je ne sais pas, parce que tout dépend de quoi on parle. Est-ce que les acteurs de l'e-sport, les e-sportifs sont aussi bien payés que les sportifs? Je ne sais pas. Peut-être, James, tu as des indications sur ouais, ce qui se passe, c'est qu'à travers le CEL, donc on est intervenu pour l'Observatoire national du e-sport. Donc on a travaillé en fait pour faire un rapport donc, il y a tout juste un an, qui a été relayé par le ministère des Sports, également le ministère du numérique. Et il en sort qu'aujourd'hui, donc, il y a effectivement une vraie demande sur la partie sport. En termes de consommation, c'est important. Alors, si vous prenez des ratios, on a aujourd'hui, il y a 39 millions de personnes qui jouent en France aux jeux vidéo. On a à peu près 12 millions de personnes qui sont intéressées par le e-sport. Qui suivent ça sur Twitch, alors, sur des plateformes. Là, on parle à la fois des joueurs et des suiveurs. Après, si on prend vraiment les gens qui sont impliqués dans la dimension véritablement e-sport en mode compétitif de manière récurrente, il y en a à peu près 3-4 millions. Donc ça devient une composante assez importante dans ce marché-là. Après, l'équation de la partie sport, ça correspond à des typologies de jeux. Comme l'a très bien dit Guillaume, et non pas moi, c'est que le jeu vidéo, ça couvre une palette très très large en termes d'usage. Donc la partie sport, c'est vraiment pour des jeux qui sont à très forte composante multijoueurs. Et à travers cela, ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que la partie sport, il y a aussi un autre angle qui est toute la volonté des joueurs maintenant à consulter de la vidéo qui sont directement liés aux jeux vidéo. Elle est sortie de manière assez récente, il y a quelques jours, à travers MediaSearch, une structure étrangère. L'idée de dire qu'aujourd'hui, au niveau européen, il y a à peu près 7,5 heures qui sont dédiées au fait de jouer aux jeux vidéo, mais il y en a presque 8h30 qui sont dédiées au fait de regarder des contenus vidéo liés aux jeux vidéo. Alors ça peut être soit regarder les parties des autres, soit des compétitions de e-sport, soit voir comment d'autres jouent, des tutoriaux, des échanges qui peuvent s'observer. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est cette dynamique où le jeu vidéo devient maintenant une pratique culturelle tellement conséquente que ça rejaillit en termes de consommation vidéo, alors que, j'ai envie de dire qu'il y a maintenant 5 ou 10 ans, quand vous allez dire à des joueurs, est-ce que tu vas regarder d'autres personnes jouer, ça paraissait relativement inconcevable. Maintenant, ça fait partie vraiment du périmètre, et comme le jeu vidéo
dans des segments très compétitifs intéresse beaucoup de personnes, ça devient effectivement un mode de consultation comme peut être en tout cas un nouvel usage. Et puis en Asie, je crois, on peut remplir des stades aujourd'hui avec le e-sport. Donc c'est un vrai phénomène de société. Alors, ça l'est effectivement en Asie, alors essentiellement sur la Corée. On l'a également aussi en France, quand on voit ce qui a été fait récemment par la Carmine Corp, qui a trouvé un accord donc, pour être amené à louer avec des dates précises un stade entier pour animer donc, toute une communauté. On se rend compte que ça devient un vrai phénomène aujourd'hui. Moi, j'ai peut-être une petite chose à ajouter. Vous avez raison de dire que l'e-sport, c'est quelque chose qui devient très important pour les annonceurs. Et d'ailleurs, j'encourage tous les annonceurs à se référer au livrable du groupe de travail IAB, puisque dans ce groupe de travail, on a différencié les modes opératoires d'achat des publicités liées au monde du gaming pendant les temps de jeu. Donc typiquement, les objets, les bannières, les habits, tout ce qu'on peut imaginer. Et hors des temps de jeu. Donc, comment est-ce qu'on fait pour acheter de la publicité sur la billetterie de GameWard, de Vitality, des équipes qui font le fleuron de typiquement français, ou comment est-ce qu'on fait pour être associé à un diffuseur comme Twitch, effectivement, d'une ligue en particulier. Donc c'est vraiment la publicité pendant le temps de jeu et hors du temps de jeu. Et là, les livrables qui ont été produits sont assez remarquables de ce point de vue-là aussi. Je vais vous demander à tous les deux de conclure vraiment en quelques mots. James, qu'est-ce qu'il faudrait retenir pour convaincre les annonceurs ? Aujourd'hui, avec à la fois la consommation de jeux vidéo et celle de la consommation de vidéos liées aux jeux vidéo, il y a une croissance assez conséquente de ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et à travers ça, il y a beaucoup d'annonceurs qui s'intéressent à notre univers. L'idée étant de bien capter quelle va être la communauté ou la cible adressée par rapport à la marque. Et d'être bien accompagné. Merci James. Guillaume, le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est que moi, je suis très content en tant que président de Gatsby que les marques s'intéressent de plus en plus au gaming. Il y a une vraie réalité de ce point de vue-là. Juste peut-être un chiffre qui montre la dynamique. Entre 2022 et 2023, on a fait x10 en chiffre d'affaires. Entre 2023 et 2024, on a fait x3 en chiffre d'affaires. Donc merci beaucoup. Il y a une vraie dynamique et puis on imagine qu'en 2025, avec ces JO du sport, ça pourrait encore accélérer. Merci en tout cas à tous les deux, on peut les applaudir. Merci Jérôme. Merci James. Merci Guillaume.